Bonjour, bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien au Parlement européen de Strasbourg. Marina Mesure, bonjour à vous aussi, Bonjour. bonne année et merci encore une fois d'être sur le plateau de l'Humanité. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe La Gauche. Alors, première session 2025 au Parlement européen, mais aussi première session depuis l'entrée en fonction de Donald Trump à la présidence des États-Unis et il faut dire une chose, ça tangue un peu. On entend ici, partout, le nom de Donald Trump prononcé, c'est sur toutes les lèvres. Et ce qu'on entend dans les conversations, dans les réunions, dans les discussions qu'on peut avoir ici et là, en fait, c'est une inquiétude et même une peur par moment. Comment on reparlera tout à l'heure en détail des différents aspects, évidemment, de nos rapports aux États-Unis. Mais comment vous ressentez un peu cette ambiance, vous ? Oui, c'est vrai qu'on ressent de l'inquiétude, de la peur, mais je pense que c'est quand même beaucoup d'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que derrière, on a l'impression que on découvre qui est Donald Trump. Il y a quand même déjà eu une présidentielle et il a déjà été à la tête des États-Unis pendant quelques années. Donc aujourd'hui, il est dans une surenchère, mais c'est surtout, j'espère, un moment pour nous rendre compte que les États-Unis peuvent être un danger direct pour l'Union européenne. Et c'est peut-être là où il va y avoir un basculement avec cette nouvelle présidentielle. C'est ça, parce que c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on l'a déjà connu, l'Europe l'a déjà connu. Au pouvoir, on a connu Biden derrière, etc. Donc, et il y a des rapports normaux entre l'Union européenne et les États-Unis comme pays alliés, comme pays avec qui on commerce, etc., avec qui on a plein d'intérêts communs. Mais là, on a l'impression quand même, effectivement, qu'il se passe un petit truc différent, quoi. On n'est plus dans la même configuration. Tout à fait. Je pense que c'est la différence. Il y a un peu deux aspects. C'est sur le plan militaire et sur le plan économique. Bon. Là, Donald Trump arrive à nouveau à la tête des États-Unis d'Amérique à un moment où donc il y a la guerre en Ukraine, à un moment où ses premières déclarations sont des déclarations dans lesquelles il ne parle pas de l'Ukraine, dans lesquelles, par contre, il parle d'annexer le Groenland qui appartient au Danemark, qui parle de rattacher le Canada aux États-Unis pour en faire un 51e État des États-Unis d'Amérique. C'est une vieille idée chez lui. C'est quand même, oui, mais des déclarations qui mettent le ton. Sachant que quand je parle du Danemark, du Canada, ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est des pays qui appartiennent à l'OTAN, cette alliance militaire que nous avons avec les États-Unis. Et lorsqu'un des pays est menacé, on est censé, les États membres de l'OTAN, donc notamment la France, aller en soutien à l'État qui est agressé, menacé. Donc c'est en ça, d'un point de vue militaire, qu'il y a une extrême inquiétude par rapport aux déclarations de Donald Trump. Et sur le plan économique, bien, la situation est dramatique en Europe. On vit une réelle désindustrialisation. On est en train de perdre des millions d'emplois. Ben, c'est ça. En France, là, on parle pour le début d'année de 300 000 emplois qui sont menacés. Et donc, dans ce moment-là, ben, Donald Trump arrive avec l'idée d'une guerre commerciale, avec l'augmentation des droits de douane qui va avoir un impact direct sur l'Europe et sur nos entreprises. Et donc, c'est peut-être à ces deux titres qu'il y a une différence significative entre son premier mandat et celui-ci. D'autres conséquences qu'on n'est pas non plus en mesure, je continue sur la question de l'économie, qu'on n'est pas forcément tout de suite en mesure d'évaluer très précisément, mais on voit quand même comment ça se profile. On parlait de la question des taxes. Il avait d'ailleurs aussi manipulé cette notion-là lors de son premier mandat. Mais là, il revient sur cette question-là. La taxation, le rééquilibre, comme il dit, des échanges entre l'Europe et les États-Unis. Donc, acheter plus de choses américaines. On a commencé avec le gaz de schiste. En rééquilibrant de ce côté-ci. Et sinon, effectivement, taxation. Il utilise la taxation avec d'autres pays, comme la Chine, par exemple. Donc, c'est extrêmement important, d'abord pour qui, finalement ? Nos entreprises, nos agriculteurs, pour un peu tout le monde. Pour un peu tout le monde, en effet. Et effectivement, dans les exemples cités, eh bien, d'un point de vue économique, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Par exemple, quand on parlait de l'augmentation des barrières douanières, parlons des panneaux solaires, parce que c'était la bataille qu'on a menée l'année dernière. C'est un bon exemple. C'était un bon exemple parce que lorsque les États-Unis rehaussent
les droits de douane, la production chinoise de panneaux solaires, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va plus aux États-Unis, elle revient sur l'Europe. Et donc on se retrouve, nous, avec les panneaux solaires chinois qui arrivent en masse sur le marché, qui sont même vendus à perte. Et donc les derniers producteurs de panneaux solaires européens et français, dont notamment Sistovi à Nantes, mettent la clé sous la porte. Donc ça veut dire qu'une industrie extrêmement stratégique, parce que l'industrie solaire, nous en avons besoin, disparaît du jour au lendemain parce que nous avons les États-Unis qui haussent les droits de douane et une production chinoise qui revient sur le continent européen. Eh bien, de la même manière, ils ont haussé les droits de douane sur l'automobile. Et on voit bien que nous sommes, effectivement... On est coincé entre les deux. On est coincé avec, là, l'automobile, c'est la prochaine crise, et celle avec 13 millions d'emplois menacés à nouveau en Europe. Et quand on perd l'automobile, qu'est-ce qu'on perd après? La sidérurgie. Parce que quand vous avez ArcelorMittal, Dunkerque, 70% de ce qu'ils produisent en termes d'acier, c'est pour l'automobile. Donc il y a un effet domino, et donc c'est des millions d'emplois qui sont menacés du fait des politiques... pour le coup, des politiques commerciales européennes désastreuses, parce qu'il faut le dire aussi, c'est-à-dire que nous, on devrait prendre des mesures et aller vers plus de protectionnisme pour ne pas laisser rentrer justement tous ces produits n'importe comment et protéger les industries stratégiques, relocaliser nos industries stratégiques. Mais effectivement, il faut arrêter d'être naïf ou hypocrite. Il y a le coût social, vous en parlez, on en parle là tout de suite, qui est aussi une véritable menace, d'autant que on est dans une conjoncture européenne et vous êtes, vous, d'autres députés de la gauche, bien placés pour en parler, dans un moment où on ne peut pas dire que Trump ou pas Trump, c'est-à-dire même en temps normal, si on prend les derniers mois ou les dernières années précédentes, la question sociale a été beaucoup soutenue à bras-le-corps par l'Union européenne. Donc c'est une faiblesse de plus dans une situation qui est déjà dans une Europe affaiblie. Voilà. Une Europe affaiblie, disons-le clairement. Et effectivement, là, ça a été le grand retour, la fin de la mandature, le début de celle-ci, avec les politiques d'austérité. Donc c'est à nouveau, à un moment où il y a des millions de gens qui peinent à se nourrir chaque jour, à se loger, des millions d'emplois menacés, eh bien, on est en train de remettre sur la table les règles budgétaires, le fait de couper dans l'hôpital, dans l'éducation, dans la santé. Enfin, c'est totalement absurde. Mais c'est effectivement donc une Europe affaiblie, et une Europe affaiblie face à Donald Trump qui arrive au pouvoir, c'est d'autant plus inquiétant. Est-ce que l'Europe, du coup, on peut poser la question à ce moment-là, on en reparlera pour d'autres sujets tout à l'heure, mais est-ce que l'Europe, sur ces questions-là, n'a pas été quand même politiquement très légère en matière de prévision, en matière d'alliance, puisqu'on a l'air de découvrir aujourd'hui que notre allié de toujours, ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite quand même de l'Union européenne sur sa manière de prévoir, parce que c'est quand même gouverner, c'est quand même ça, et surtout à l'échelle d'un continent comme l'Europe. C'est pas un petit pays, l'Europe. Non, prévoir, planifier, effectivement, c'est ce qui n'advient pas. Et avoir des alternatives aussi. Non, elle s'est totalement rendue dépendante des États-Unis. Et d'ailleurs, vous le mentionnez tout à l'heure, je ne suis pas revenue dessus, mais sur le gaz, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on dit, on a une dépendance vis-à-vis du gaz russe. Très bien, c'est vrai. Donc, la bascule sur les États-Unis. Et maintenant, on est totalement dépendant du gaz liquéfié américain. Et 60% du gaz liquéfié américain, le premier client, c'est l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'on se rend totalement dépendant des États-Unis sur le gaz et sur les questions énergétiques qui sont éminemment importantes pour la compétitivité et pour notre société. Et on continue à dire, en 2035, si je ne me trompe pas, le gaz, il faut le supprimer, il faut remplacer par autre chose. Oui, on continue à libéraliser le secteur, ce qui fait qu'on n'a aucune maîtrise sur les prix de l'électricité, qui sont pourtant, le prix de l'électricité et du gaz d'ailleurs, qui sont pourtant des éléments majeurs à notre compétitivité. Quand on sait l'énergie aujourd'hui aux États-Unis, c'est 3 fois moins cher que dans l'Union européenne. Mais pas parce qu'ils produisent de l'électricité à bas coût, parce qu'ils ne la vendent pas de la même manière, c'est-à-dire avec des prix totalement spéculatifs qui font qu'aujourd'hui, des énergéticiens prennent les marges au milieu. Et donc, nous avons une électricité très chère, juste parce qu'il y a de la spéculation. Donc ces questions-là sont aussi des questions, quand on parlait des politiques européennes, il y a le fait d'avoir signé tous ces accords de libre-échange, de mettre rien en place pour protéger nos industries stratégiques, mais il y a aussi les questions énergétiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait sur le plan énergétique pour avoir des prix régulés pour les ménages, pour les entreprises. Eh bien tout ça, on a failli au sein de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on est totalement dépendant de cet allié, cet allié entre guillemets, parce que moi je pense qu'il est de moins en moins notre allié. Et donc on voit Ursula von der Leyen qui arrive à nouveau et qui dit que ce partenariat transatlantique est durable, qu'il faut le renforcer, mais c'est totalement à contre-courant de ce qui est
en train de se passer et des conséquences qu'on va avoir, nous, en Europe. Un discours qui s'éloigne c'est déjà le cas, mais qui s'éloigne de plus en plus de la réalité basique que tout le monde peut observer. Je vais dire, ne serait-ce que, comme vous le disiez, déconnecté, ne serait-ce que chez lui. Juste un petit mot, puisqu'on vous abordez cette question-là, du prix de l'énergie qui effectivement pèse énormément sur les entreprises, sur la vie en Europe, les activités, etc. En grande partie, c'est effectivement la conséquence des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre la Russie. On ne va pas revenir sur le débat de est-ce qu'il y avait de raison de pas ou de oui ou non prendre des sanctions, mais en tous les cas, on s'aperçoit que le coût économique et le coût social du coup, parce qu'in fine, c'est comme ça que ça se termine, est lourd de cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un manque de clairvoyance, de savoir-faire diplomatique, de manière d'arranger les choses, de voir les choses autrement sur une question aussi grave qu'une guerre, hein. Il y a eu effectivement un peu de tout ça. Les sanctions, elles ont été totalement inefficaces et contre-productives. Je lisais, justement, je reprenais les chiffres, mais je lisais que lorsqu'on a commencé avec les sanctions face à la Russie, le PIB de la Russie a diminué de 1,2%. En 2020, donc en 2022, en 2023 et en 2024, il augmente le produit intérieur brut de 3,6%. Derrière, la Russie s'est renforcée dans des secteurs, c'est-à-dire que l'automobile, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, lorsque les partenaires, les entreprises européennes sont parties, il y a eu un investissement massif dans ces secteurs-là, et donc le développement, la modernisation de secteurs. Et donc aujourd'hui, en Russie, il y a une production industrielle qui augmente de l'ordre de 4% par an. Donc en fait, les sanctions, elles ont été totalement inefficaces par rapport à l'objectif qui était voulu. On a une Russie qui s'est renforcée en fait d'un point de vue économique, qui a renforcé ses liens aussi avec d'autres en fait entités. Elle s'est renforcée avec les liens avec la Chine, avec la Turquie qui est devenue une plateforme logistique justement pour vendre les biens à la Russie. Et derrière, l'Union européenne, de son point de vue, elle a un produit intérieur brut qui stagne, qui est autour de 0,4%, 0,9%. Donc vous voyez, au niveau des sanctions, ça a été totalement contre-productif. Un autre mot clé qu'on entend souvent ici, là, depuis quelques jours aussi au sein du Parlement européen, c'est le mot souveraineté. Il faut retrouver notre souveraineté, comme si on l'avait perdu rapidement. Mais comment faire? Alors, on aborde des questions extrêmement lourdes, l'économie, la question militaire, la question aussi de l'indépendance sur les réseaux, de l'indépendance numérique, etc. Ce sont des gros secteurs, on n'est pas sur des petits détails. Comment est-ce qu'on peut regagner cette souveraineté si on considère qu'elle est perdue? Et en réalité, effectivement, on a perdu, on risque de perdre encore plus par rapport à la situation mondiale qui concerne Trump, mais qui concerne aussi tout le monde, qui concerne les contradictions qu'il y a entre la Chine, les États-Unis, la Russie, etc. On est dans ce grand chambardement où on voit bien que ça sent pas bon, les contradictions s'aiguisent, les guerres sont quand même relativement proches, on vient de le voir avec plusieurs exemples. Cette souveraineté, j'allais dire, sur quelle base, même si on ne va pas entrer dans les détails là, mais sur quelle base politique, j'allais dire, on peut l'imaginer aujourd'hui? Dans un groupe comme le vôtre, vous en parlez, j'imagine. Oui, bien sûr. La souveraineté, lorsqu'on parle d'une souveraineté industrielle ou par exemple militaire, la question, ça revient un peu à ce que j'ai déjà abordé, c'est-à-dire la question du protectionnisme. C'est-à-dire, quand je dis protectionnisme, je dis être souverain, ça veut dire produire ce dont on a besoin. Eh bien, lorsqu'on décide que telles industries sont stratégiques, on doit pouvoir les produire en Europe. Et donc, on doit se donner les moyens de les produire en Europe. Comment on se donne les moyens? Eh bien, en protégeant de la concurrence déloyale extérieure et en permettant à ces entreprises de pouvoir avoir des activités avec un prix de l'énergie qui soit abordable, avec le carnet de commandes, c'est-à-dire l'investissement public. Les États-Unis, ces 30 dernières années, ils ont multiplié par 2 leurs investissements publics, pendant que l'Union européenne les a augmentés de l'ordre de 40%.
Donc là aussi, il y a des choses à faire. Et sur le point militaire, c'est qu'il faut qu'on arrête d'acheter américain. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui, encore une fois, qu'on nous demande, et d'ailleurs c'était une demande de Donald Trump, d'augmenter à nouveau le budget pour la défense. Mais avec derrière un budget qui est lié au fait d'acheter américain. C'est-à-dire que pour complaire à Donald Trump, on lui dit qu'il va falloir aller acheter l'armement aux États-Unis. Alors qu'on a des pays, et notamment la France, qui a une industrie de l'armement extrêmement importante, qui vend à l'extérieur, etc. Donc la souveraineté, c'est aussi de se dire que les achats de la défense, de l'armement en Europe doivent se faire au sein de l'Union européenne. Et c'est à ce titre aussi que je trouve extrêmement inquiétant que dans les premières discussions qu'il y a pu avoir dans cette fameuse commission de la défense qui a été créée récemment au Parlement européen, un programme sur l'industrie de l'armement qui visait avant 100% d'achats armement européen et qui aujourd'hui l'ouvre à 35% vers l'extérieur hors Union européenne. Donc on perd la souveraineté parce qu'on n'achète plus en Europe ces armes extrêmement stratégiques et avec, je dois aussi peut-être le rajouter, mais des partenaires qui ne sont pas très fiables. Je pense notamment à l'Allemagne. Entre la relation France-Allemagne sur ces questions-là, sur le dernier scandale, entre guillemets, ça a été les boucliers antimissiles, où ils sont allés prendre les équipements aux États-Unis, alors même que la France et l'Italie avaient développé ces mêmes équipements. Donc on a aussi, dans la coopération que nous avons au sein de l'Union européenne, des principes qui doivent être respectés si on veut rester souverain aussi sur ces questions-là. C'est ça qui est important, ce point que vous abordez là, c'est que l'Europe arrive, peut-être à la différence de ce qui a été le cas il y a 10 ou 15 ans, l'Europe arrive dans cette situation mondiale que vous êtes en train de décrire de manière divisée quand même. On sent bien, il y a des pays qui clairement disent qu'ils sont dans l'Union européenne mais qui ne sont pas, la Hongrie qui font ce qu'ils veulent, etc. On sait ces choses-là. Mais on voit très bien, regardons avec la Pologne, regardons avec l'Allemagne, etc. Il y a des divisions, un peu, avec l'Italie bien entendu, il y a des divisions un peu partout. Là-dessus se greffe un autre phénomène, c'est que les extrêmes droites montent un peu partout à l'heure actuelle, en Autriche, etc. Donc c'est pas fait, et je vous poserai une question d'ailleurs là-dessus tout à l'heure, ça se passe pas non plus dans une conjoncture où l'Europe est unie et forte, j'allais dire. C'est ça, les pays de l'Union européenne. Tout à fait, non. On a au sein même, quand je parlais de partenaires qui ne sont pas forcément fiables, c'est au sein même de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il doit y avoir des règles communes. C'est pour ça qu'on doit mettre tout sur la table et on doit se dire, à un moment donné, si on veut avoir une souveraineté dans le domaine de la défense, qui est absolument essentiel. On est dans une période d'incertitude au niveau international et donc on ne peut pas dépendre des puissances étrangères. Donc, quand on se fixe cet objectif-là, mais est-ce qu'on se l'est fixé pas vraiment? Parce que là, on se fixe de dire notre allié, c'est les Américains, donc à partir de là, voilà. Mais si nous, en tout cas, on était à la tête de la Commission et on se fixait cet objectif-là, derrière, on fait en sorte qu'il y a une véritable coopération en Europe pour pouvoir produire ce dont on a besoin dans le domaine militaire, dans le domaine industriel, dans le domaine pharmaceutique, dans tous les domaines donc, qui permettent, on parlait de l'agriculture aussi, dans tous ces domaines-là. Tout ce qu'on est en train de dire là, qui est à l'ordre du jour, on va dire, de toutes les conversations ici, de tous les débats en ce moment, est-ce que vous pensez que les bases qu'on esquisse un peu comme ça, en tous les cas les pistes d'une redéfinition de ce que pourrait faire l'Europe, ça peut être partagé dans une institution comme le Parlement européen? Est-ce que vous sentez qu'il peut y avoir une sorte de consensus? On sait très bien qu'à l'extrême droite, il n'y en aura pas beaucoup, mais est-ce qu'on peut avoir un consensus un peu plus large? On voit les réactions même du PPE à l'heure actuelle par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, etc., qui sont aussi des réactions de crainte, d'incertitude, etc. Est-ce qu'on peut penser que le Parlement européen puisse retrouver, ce qui n'était pas le cas à l'heure actuelle? Vous, le groupe de gauche, vous êtes très minoritaire et c'est très difficile de réussir à l'heure actuelle à convaincre d'autres groupes, y compris des groupes dits de gauche, sur des objectifs qui semblent fondamentaux. Est-ce que ce n'est pas le moment ou le moyen ou la circonstance, la conjoncture qui ferait que puisse se créer au sein du Parlement européen sur des objectifs de retour à la souveraineté sur les bases qu'on esquisse là, nouvellement? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Est-ce que ça tourne, cette idée-là?
Alors, moi, je suis assez pessimiste en la matière, je dois l'avouer, parce que j'ai participé, il y avait le débat justement sur les relations avec Donald Trump, avec la nouvelle administration américaine, hier au Parlement européen. Et donc, j'ai écouté les interventions de tous les groupes politiques pendant le débat, et j'ai pas vu beaucoup de remise en cause de ce qu'étaient les relations historiques avec les États-Unis, alors même que la situation est différente, peut-être que nous l'avons décrit pendant notre échange. Ce que j'ai vu, c'est le retour à c'est nos alliés et ça doit les rester. Et quand je vois le secrétaire général de l'OTAN qui est venu aussi dans cette institution pour échanger avec nous et pour nous parler justement de la nouvelle administration de Donald Trump, et qu'il nous a dit sur des sujets extrêmement importants comme le Groenland, j'en parle encore parce que quand même c'est un État membre, c'est-à-dire ça appartient au Danemark, un État membre est menacé directement par les États-Unis, et qu'il m'a répondu lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on est dans une alliance commune, et qu'il m'a dit vous savez, l'important ce n'est pas qui contrôle le Groenland, mais sa sécurité, et que ce point-là n'ait pas été soulevé par aucun des autres groupes. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Oui, c'est ça. Donc, je parle de ça parce que j'ai le sentiment qu'il reste encore dans cette naïveté. Et dans le fait que, pour complaire aux États-Unis, demain, on donnera le Groenland, on ira acheter l'armement aux États-Unis. Donc, en gros, on leur demande « qu'est-ce que vous voulez pour être dans vos bonnes grâces ?» et on vous le donnera. Moi, c'est ça le discours, en fait, que j'ai entendu. Ce n'est pas un discours de « on va être non aligné ». On va avoir une parole d'Europe de la part de l'Union européenne qui est non alignée aux puissances étrangères. Ah oui. Mais alors, est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que l'Europe même, en tant qu'Europe, en tant qu'unité européenne, en tant que structure européenne d'alliance entre les pays, n'est pas elle-même en grand danger ? Puisque ça va être facile finalement à ceux qui sont contre l'Union européenne de dire « attendez, regardez ». Qu'est-ce que c'est que cette Union européenne qui est incapable de répliquer à une difficulté réelle, qui touche les gens d'un air, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de mettre en cause l'idée même de coopération et d'Union européenne qui, finalement, dans une situation de crise qui l'interpelle, réagit pas ou mal, d'après ce que vous dites? C'est un risque. C'est un risque réel. Là, on ne sait pas, les prochains mois, les prochaines années, il y a quand même une forme d'incertitude de ce qui va se passer. Sur les extrêmes, alors, ils ont des positions un peu particulières parce qu'ils sont tous allés féliciter Donald Trump. Ils sont tous, ils nous ont proposé Elon Musk pour le prix Sakharov, donc un peu comme le prix Nobel, si je peux me permettre, pour simplifier pour les personnes qui connaissent pas le prix Sakharov. Mais enfin, et en même temps, c'est quand même assez contradictoire. C'est-à-dire que là, vous avez un pays qui va directement, par son action sur le plan économique, militaire, va négativement impacter le continent européen et l'Union européenne. Et cette extrême droite va le féliciter et limite la cérémonie d'investiture. Donc c'est l'occasion aussi de montrer l'hypocrisie de l'extrême droite qui ne comprend rien sur le fond. C'est-à-dire, le fond, c'est à un moment donné, est-ce qu'on est capable d'avoir au niveau européen une souveraineté qui nous permet de ne pas dépendre des autres. Au vu des relations qu'ils veulent entretenir avec Donald Trump, pour qui ils ont visiblement de l'admiration, c'est pas le cas. Donc je comprends pas vraiment la position de l'extrême droite et ce qu'ils vont pouvoir répondre lorsqu'on va avoir les conséquences directes des politiques de Donald Trump sur l'Union européenne et sur le quotidien des gens. Juste un petit mot, une dernière question, on en terminera là. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là suppose et nécessite qu'il y ait une connaissance de ce qu'on est en train de dire. C'est vrai que la souveraineté numérique, c'est aussi la grande tarte à la crème, si on peut dire, du moment, avec Musk, avec X, etc. On l'a perdu aussi un peu. Comment faire pour que ces questions qu'on aborde là soient des questions citoyennes, dont on puisse s'emparer, qu'elles soient connues, et qu'on n'entre pas dans un système où finalement on est minoritaire dans la parole, où nos paroles ne sont pas connues par les gens et que les débats ne sont pas connus. C'est aussi un grand chantier qui est en train de s'ouvrir, ça, à l'heure actuelle. C'est difficile. C'est difficile de rendre accessible tout ça. Ce sont des enjeux un peu complexes.
Mais après, bon, ça, c'est les moyens de communication. Nous, on essaye au quotidien à travers... de l'humanité, bien sûr. Bah, déjà, voilà, on a des, on a des médias qui vont permettre de rendre accessibles ces sujets-là. Et nous, on essaye au quotidien par des moyens de communication un peu classiques, mais à travers des vidéos, d'expliquer concrètement ce qui est en train de se passer et de le rendre accessible pour que tout le monde s'en saisisse et comprenne la gravité de la situation et qu'on puisse réagir collectivement, qu'on puisse se mobiliser collectivement face à cela. Merci Marina Meuziot, merci beaucoup. Merci et puis on a une année devant nous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt.